Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 11. Le commandant Borel n'était pas dans l'un de ses meilleurs jours. Si parfois, en pareilles circonstances, la colère se faisait maîtresse de ses actions, ce jour-là, c'était plutôt le désespoir. Ce maudit corps qui venait de disparaître pour la 4e fois, et en plus, juste au moment où on s'apprêtait à l'enterrer. Assis, non, plutôt vautré dans le fauteuil de son bureau, il regardait Chocan et Simon, tous deux assis en face de lui, et écoutait sans enthousiasme le récit des derniers événements. Il avait posé devant lui une tasse de café qui devait traîner là depuis un moment et ne devait plus être très chaude, ni même buvable. Pourtant, il en prit une gorgée pendant que le lieutenant abordait l'échange avec le croque-mort. De fait, Solange ne sut pas si la grimace qui se dessina sur le visage de son supérieur était due au caractère infâme de la boisson ou au récit qu'elle partageait avec lui. Il reposa la tasse et sur un ton monocorde demanda résigné. « Et vous croyez ce qu'il vous raconte ? Il n'a pas pu inventer cela et être en fait à l'origine de la disparition du corps ? Il y a bien eu une bagarre avec un homme au visage peint en blanc. Cela nous a été confirmé par un témoin. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Il avait besoin de réfléchir. Il savait qu'il s'était mis dans un cirque sans nom et qu'il ne serait pas facile de trouver un échappatoire. Il revint de nouveau vers son bureau et termina d'une traite la tasse de café. Il fit de nouveau une grimace et Solange eut à ce moment-là que ce n'étaient pas ses propos qui avaient déclenché cette réaction. Tout en restant debout, Borel s'appuya sur le bord du bureau. Pour l'instant, je n'ai pas fait remonter à la hiérarchie la situation. Mais c'est parce que j'espérais que vous alliez rapidement trouver une réponse logique à tout ce merdier. Et là, vous m'apportez encore plus de questions. Solange, qui s'apprêtait à évoquer la statuette, décida d'attendre. Elle ne voulait pas prendre le risque de provoquer une crise cardiaque. Elle ravala donc sa salive et laissa le commandant poursuivre. On ne peut pas informer officiellement le juge de la nouvelle disparition du corps. Il voudra savoir quelles démarches ont été faites et vous devrez lui communiquer la teneur des échanges avec le croque-mort. Oh, cela ne m'inquiète pas. Répondit Solange. On reste dans la continuité de ce que nous avons traité jusque-là. Le principal pour le moment est de ne pas évoquer les différentes causes de la mort. Oh, j'adore vos conseils stratégiques. Ironisa Borel en se rasseyant. Mais je ne suis pas certain que cela suffise à sauver notre peau. Ce qu'il faudrait, Intervint le major Simon. c'est donner un os à ronger au juge. Chocan soupira. Elle n'aimait pas du tout faire ce genre de magouille et aurait préféré se concentrer sur l'enquête. En revanche, cela conduisit Borel sur un chemin à peine honnête, Vous avez raison, Major. dit-il après un court instant. Mettez le paquet sur Giraud. On sait de manière certaine qu'il a à minima transporté le corps. On va l'offrir au juge en attendant d'avancer vraiment. Je n'aime pas du tout ce type de méthode, commandant. Intervint Solange. Oh, je vous reconnais bien là, lieutenant. Votre probité ne fait pas de doute, mais si vous refusez cette option, je vous laisserai aller expliquer au juge la particularité de cette enquête. Le major Simon sentit qu'il y avait un risque de voir monter la tension. Il décida d'intervenir. Peut-être pourrions-nous trouver une médiane ? Le commandant soupira. Il ne semblait pas particulièrement disposé à remettre en cause cette idée qui lui semblait idéale. Toutefois, d'un geste de la tête, il invita Isaac à faire part de sa proposition. Nous pouvons faire porter une hésitation entre le mari et l'amant. On convoque les deux, on peut même imaginer une confrontation et on obtient un peu de délai de la part du juge. On n'a déjà pas grand-chose contre l'amant, Répondit Solange. et encore moins contre le mari. Mais le pire dans tout ça, c'est que cela va nous faire perdre du temps inutilement pour l'enquête.
Le commandant approuva la position de Solange et vint à conclure que la première idée était la meilleure. De toute façon, nous n'avons pas d'autres pistes pour l'instant. Les deux policiers se regardèrent un peu gênés et cela suscita la curiosité de Borel qui comprit que tout n'avait pas été dit. Il les questionna avec insistance et après avoir pris une grande bouffée d'air, Solange parla de la statuette. Le commandant Borel regardait la statuette en se mordant les lèvres. Il avait devant lui un objet finement sculpté représentant une femme dont les traits étaient fins et qu'il put facilement comparer avec la photo d'Alice Ménestrel. Pas de doute, c'est bien elle qui était représentée là. Solange et Isaac se tenaient juste derrière lui. Il se tourna vers eux avec un air suspicieux. « Et vous avez trouvé ça dans le corbillard ?» Tout à fait. Confirma Isaac. Borel se tourna de nouveau vers la statuette. Il fit un pas comme s'il allait l'attraper, puis se ravisa. Sans détacher son regard de l'objet, il poursuivit. « Et elle n'avait pas du tout cette allure quand vous l'avez trouvée. » Non, Répondit Solange. hier soir, c'était pour ainsi dire un vulgaire morceau de bois avec une vague gravure dessus. Il y eut un nouveau silence, et le commandant poursuivit son observation encore de longues secondes. Il finit par se décider à prendre la statuette et à la regarder de plus près. Il la retourna sous tous les angles. Le travail était parfait. « C'est impossible. Finit-il par conclure sentencieux. Au mieux, vous me faites une farce. Au pire, quelqu'un cherche un ordre fou. » Écoutez, commandant, Reprit Sokan. je peux vous jurer que personne ne vous fait de farce ici, et que je ne vois pas du tout comment qui que ce soit aurait pu rentrer pour échanger le morceau de bois que nous avions lièvre contre cette statuette. Elle n'insista pas sur le fait que l'objet avait encore changé depuis qu'elle l'avait trouvé précédemment, et cacha son trouble sous une assurance de façade. Je suis quelqu'un de rationnel, commandant, mais là, je n'ai pas la moindre explication plausible à tout ce qui est en train de se passer. Borel pensait, ou du moins espérait, que d'une seconde à l'autre, ses deux collaborateurs allaient partir dans un fou rire et reconnaître la supercherie. Il n'en fut rien, et même si le lieutenant Sokan n'avait jamais manifesté une déférence outrancière pour les hiérarchies, elle ne se serait jamais permis d'avoir une attitude aussi respectueuse. Aussi, c'est le silence qui s'installa et un certain malaise. Sokan y mit fin en proposant d'aller boire un café pour se donner l'opportunité de réfléchir de manière plus posée. Ils se retrouvèrent les trois autour de la machine qui, comme à son habitude, leur annonça que la boisson était en préparation avant de leur donner accès à un liquide noir brûlant. Ils prirent ensuite place sur les vieux fauteuils inconfortables de la salle de détente du commissariat et tentèrent de rassembler leurs idées. Borel était obstinément fermé à toute approche non rationnelle de la situation. Sokan restait en réserve sur le sujet, et c'est Isaac qui se risqua à aborder cet aspect des choses. Peut-être devrions-nous creuser du côté du paranormal ? Se risqua-t-il. Borel posa son gobelet sur la petite table basse devant lui et demanda au major en se frottant nerveusement les mains s'il était sérieux. Pour toute réponse, il osa les épaules, soudain persuadé d'avoir dit une idiotie. « La conversation sur ce sujet est close. » affirma péremptoire Borel avant de reprendre son gobelet et d'en finir le contenu d'une traite. Sokan se pencha alors vers lui. Vous savez, commandant, je suis comme vous, je ne crois pas au surnaturel. Mais je pense que ceux qui jouent avec nous en ce moment cherchent à nous faire gober ces conneries. « Et alors ?» Alors, cela pourrait être intéressant de creuser un peu par là pour voir sur quoi on va tomber. Et je suis certaine que nous aurons une explication des plus rationnelles à la fin. Là, j'ai du mal à vous suivre. Les coupables n'ont sans doute pas tout inventé. Je ne sais pas comment ils ont fait pour la statuette. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le corps d'Alice. Mais je suis certaine qu'ils suivent des croyances ou des rituels qui existent dans les milieux ésotériques. En cherchant par là, nous trouverons peut-être nos coupables. Borel soupira. Vous n'allez pas croire à ces conneries. Je vous assure que non. Alors d'accord. Mais vous me mettez déjà la main entre les pattes du juge que vous puissiez bosser tranquille. Il attrapa la statuette en déclarant. Et ça, je le mets en lieu sûr. Le bureau du juge d'instruction était spacieux, rien à voir avec les locaux exigus de la police. Le tribunal se trouvait dans un vieux bâtiment de la ville et l'on pouvait y trouver toutes les traces de ce qui faisait le luxe au XIXe siècle. Des dorures, des grandes portes, des plafonds élevés.
Marc Giraud n'en menait pas large. Il était assis sur une chaise avec son avocate à sa droite et le juge Wolf en face de lui. Frais et moulu de l'école de magistrature, Anton Wolf avait le physique d'un politicien ambitieux. Cheveux courts, yeux verts, il affichait presque en permanence un sourire carnassier. Il venait de faire entrer l'amant d'Alice Ménestrel dans son bureau. Il le salua et fit de même avec l'avocate de ce dernier, Maître Valois. Ensuite, il prit le temps de s'installer dans le fauteuil et de parcourir le dossier en chantonnant avant de tout refermer, de croiser les bras sur la table et de s'adresser directement à Marc. Monsieur Giraud, je me dois de vous rappeler les raisons de votre présence ici. Vous êtes mis en examen pour recel de cadavre, assassinat et vol. Il se tourna vers Sophie Valois. Avez-vous bien pris connaissance des pièces de ce dossier ? Oui, monsieur le juge, répondit la jeune femme. Et à ce sujet, je souhaiterais savoir ce qui motive la mise en examen de mon client pour meurtre. Votre client a bien été filmé en train de sortir le cadavre de madame Ménestrel de son coffre. Il s'est expliqué sur cette situation. Cela ne l'incrimine pas pour le meurtre ? Non, certes, mais cela en fait un suspect probable. Le juge se racla la gorge et replongea dans la lecture du dossier, toujours en chantonnant, ce qui avait le don de désarçonner et d'agacer ses interlocuteurs. « Je vois, dit-il après un instant de lecture, que vous avez déjà eu des condamnations pour coups et blessures, monsieur Giraud. » Marc baissa la tête et ne répondit pas. Le juge leva la sienne et d'un simple regard insista pour obtenir une réponse. Il est juste un petit oui timide. Aussitôt, le magistrat se remit à chantonner et tourna encore quelques pages. « Non, pas une, dit-il, mais 2 condamnations. »« Où voulez-vous en venir ?» intervint Sophie Valois qui voyait son client se décomposer lentement. « Nulle part, maître, nulle part. »« Le passé de mon client ne fait pas de lui un coupable dans l'affaire qui nous concerne ici. » Le juge eut un sourire. Il referma le dossier, s'appuya sur le bureau et fixa l'avocate. « Votre client a été condamné 2 fois pour avoir frappé les maris de 2 de ses maîtresses. Il semble que le fréquenter intimement puisse être dangereux. » « Il n'a jamais frappé une de ses compagnes ? » ?»« Ah, la belle affaire. Il est violent. Peut-être a-t-il fait différemment cette fois-ci ?» Marc se dressa d'un bond en hurlant qu'il n'avait rien à voir avec la mort d'Alice. Et pour la énième fois, sans laisser à quiconque le temps de l'interrompre, il raconta de nouveau sa vision des faits. Le juge Wolf se cala au fond de son siège et, malgré l'énervement de son client, garda le plus grand calme. Le policier de faction à l'intérieur du bureau voulut intervenir, mais le magistrat lui fit signe de ne pas bouger. Quand Marc eut terminé son monologue, Wolf reprit calmement. « J'ai bien entendu votre version, monsieur Giraud. Pas besoin de vous lever pour me la donner. Mais vous restez suspect. Je vais donc vous placer en détention provisoire. Nous examinerons votre situation dès que nous saurons ce qu'il est advenu du cadavre. En d'autres termes, si vous avez des informations, il est dans votre intérêt de me les communiquer au plus vite. » Le juge posait sans scrupule les termes d'un chantage. La sortie de prison contre le corps d'Alice. Marc se prit la tête dans les mains et se mit à pleurer. Située dans une petite rue en cul-de-sac, l'Oriflamme Sacrée était une boutique au nom grandiloquent mais à l'allure pitoyable. Lorsque vous poussiez la porte, une violente odeur d'herbe séchée vous agressait des narines. L'intérieur était une sorte de long couloir sombre bordé d'étagères où se côtoyaient des livres ésotériques aux titres accrocheurs mais au contenu farfelu et divers bibelots censés protéger ou maudire leurs propriétaires. On peut dire sans hésiter que l'Oriflamme Sacrée était le palais de la superstition et du paranormal. Pour donner un point d'orgue à ce décor déjà bien farfelu, nous pouvons parler de la propriétaire des lieux. Une dame d'un certain âge, babacool depuis les années 70, et qui arborait encore dans ses longs cheveux blancs des fleurs séchées depuis bien longtemps. Elle portait un épais pull en laine à grosses mailles, par-dessus une robe à fleurs qui n'avait plus la moindre fraîcheur. Lorsque Isaac entra, il ressentit une bien étrange impression. La maîtresse des lieux était assise au bout du magasin, derrière un comptoir sans âge. Elle leva la tête à l'entrée du major et le salua d'un sourire apaisant. « Bonjour madame, je suis le major Simon. » dit Isaac en exhibant sa carte de police. « Et j'aurais besoin de quelques renseignements. » D'apaisant, le sourire de la vendeuse devint amusé. « La police qui a besoin de mes lumières. Nous voilà plongés dans un épisode des X-Files. » Le major se sentit un peu mal à l'aise. Déjà qu'il ne savait pas comment il allait aborder cet entretien, cette petite pique le déstabilisa encore davantage.
Ne vous inquiétez pas, monsieur l'agent. Les forces de l'ordre peuvent toujours compter sur ma collaboration. Et je m'appelle Marion. Elle tendit une main osseuse dont chaque doigt comptait une bague énorme. Isaac lui donna une poignée vigoureuse et franche, et la vieille eut un petit et furtif rictus de douleur. Eh bien, voilà quelque chose de franc et d'affirmé. Dit-elle en secouant son poignet. Je vous écoute. Pendant tout le trajet qui l'avait conduit jusque-là, Isaac n'avait cessé de se demander comment il allait entrer en matière. L'Oriflamme sacrée était le lieu de rassemblement de tout ce que la région comptait d'allumer. De ceux qui croyaient aux extraterrestres à ceux qui s'imaginaient être la réincarnation de Jésus-Christ. Des chasseurs de fantômes aux adorateurs du démon. Marion avait ouvert boutique depuis bien des années, et personne aujourd'hui encore ne pouvait dire si elle adhérait à ces billevesées ou si elle avait vu là l'occasion de gagner sa vie tranquillement. Cet état de fait ne facilitait pas la tâche du major Simon qui n'était pas toujours certain de la manière dont il allait aborder les choses. Il finit par se lancer en expliquant qu'il avait en charge une enquête dans laquelle on soupçonnait un homme au visage peint en blanc et aux yeux et à la bouche cernis de noir. Marion hésita une seconde. Vous avez le confrère aussi? Pardon? Vous avez le confrère aussi? Un homme dont le visage est peint en blanc avec les yeux et la bouche peinte en noir? Le major restant sans voix. Il ne pensait pas qu'il aurait une réponse aussi claire et rapide. Il secoua affirmativement la tête. Ouais. Soupira la patronne. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ceux-là? Pardon, mais vous les connaissez? Oui, non. Enfin, il y a un groupe qui se fait appeler la confrérie des Loas. Les Loas, ce sont des esprits dans le culte vaudou. Ils sont un peu spéciaux, mais à fond de leurs croyances. J'ai surtout eu contact avec leur responsable et il m'a parlé de ces rituels de visage peint, en affirmant qu'ils ne pratiquaient pas. Mais visiblement... Je suis à la recherche de zombies. Marion éclata de rire et fit un clin d'œil au policier. Non, je vous rassure, on est plus dans le monde des vivants. En fait, jusqu'à il y a peu, je n'en avais jamais entendu parler. Et puis, il y a le petit jeune qui est venu, il y a peut-être 3 mois, et qui m'a demandé si j'avais des ouvrages sur le sujet. Vous en aviez? Non, mais je vais décoter 2-3 trucs. Il m'a dit que ce n'est pas à niveau, et c'est là qu'on a discuté un peu. Le nom de votre client? Je ne connais que son prénom, Eric. Vous avez une adresse? Je n'ai pas son nom, alors son adresse. Vous n'avez pas plus de détails qui m'aideraient? Marion fit mine de réfléchir et finit par répondre négativement. Un peu agacé, Isaac la salua et se dirigea vers la sortie. Il se ravisa. Et il vous reste les ouvrages que vous aviez trouvés? Oui, il ne les a pas pris, alors les voici les 2. Je prends les 2. Je vous dois combien? 40. Faites-moi une facture. Et si jamais votre Eric revient, prenez-moi. Il sortit une petite carte de la poche intérieure de son blouson et la tendit à Marion, qui plissa du regard pour parvenir à lire. Pas de souci. Dit-elle. À suivre.